Difficile de suivre le gouvernement sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, alors que le Premier ministre Manuel Valls persiste et signe pour une évacuation de la ZAD dès cet automne. Sa ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, s'opposait il y a encore 2 jours à une expulsion par la force. Et ce mercredi, ce sont les propos rapportés de François Hollande datant de novembre 2015, lorsque le président se disait opposé au projet en tant que tel et qui font polémique. Une cacophonie qui agace les élus locaux. C'est à n'y rien comprendre. Nous avons un chef d'État, le chef d'État, qui a souhaité, après une période sans doute de doute dans sa tête, qu'il a d'ailleurs exprimé, me semble-t-il, dans le livre qui sort ce soir, si j'ai bien compris la lecture ou les extraits qui ont été cités par la presse. Donc un chef d'État qui doutait, qui s'est dit à un moment ou à un autre, les élus locaux, s'ils le souhaitent tant que cela, c'est-à-dire que le dossier est mûr, il doit être lancé, je vais donc proposer une consultation. La consultation a été claire. Donc les représentants du peuple au sein de la République se doivent de respecter le choix des électeurs. J'imagine pas aujourd'hui comment les réactions auraient pu naître si le non l'avait emporté. Je pense que d'ores et déjà, il y aurait eu un gros trait rouge sur ce dossier. Donc je ne comprends pas ces atermoiements. Je pense que certains élus, hommes et femmes d'ailleurs, qui se cachent derrière ce terme-là, ne sont pas à la hauteur de la République, tout simplement. Une cinquantaine d'étudiants en assistance sociale a manifesté devant la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La raison de leur colère, les difficultés récurrentes pour trouver un stage rémunéré. Explication avec Claire Villalon. Pas de stage, pas de diplôme. C'est la situation des étudiants assistants sociaux de la Rift à Nantes. Sur une promotion de 56 étudiants, 26 n'ont toujours pas trouvé de stage. Le problème vient de la gratification que beaucoup de structures ne peuvent assurer. Concrètement, ça empêche certains étudiants de pouvoir avoir des stages. On a des camarades qui sont gratifiables et qui du coup ne pourront pas faire de stage dans certaines structures, par exemple l'hôpital ou des associations, qui sont des lieux qui ne gratifient pas, faute de moyens et de budget. On sait qu'il y a des coûts budgétaires énormément sur les structures qui du coup ne peuvent pas nous accueillir, ne peuvent pas nous gratifier. On sait qu'il y a une intensification du travail des travailleurs sociaux, que leurs conditions de travail se dégradent. Après s'être allongés sur le sol, les étudiants ont dessiné une croix en pancarte sur le parvis. Car au-delà de la difficulté à trouver un stage, ces futurs travailleurs sociaux sont inquiets pour l'avenir de leur profession et du travail social dans son ensemble. C'est des formations qui veulent mixer, qui veulent réduire à 2 ans au lieu de 3. Donc c'est un métier qui est remis constamment en question. Après, on espère que non, ce ne sera pas la mort du travail social. Je pense que c'est une société qu'on a encore besoin. Une délégation de 3 étudiants a été reçue par le directeur régional de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale. Il a assuré mettre tout en œuvre pour débloquer la situation. Alors que les principaux suspects dans le meurtre de Romain Barré ont été mis en examen, ses proches annoncent une marche blanche le 22 octobre dans le centre-ville de Nantes. L'émotion, elle est intense, elle est intense, l'incompréhension aussi, elle est énorme. Moi, de mémoire, je suis dans la tête depuis tout le temps, j'ai jamais entendu une affaire comme celle-ci. Alors comprenez bien que la probabilité pour que ça arrive à notre meilleur ami, elle est plus qu'infime. On ne peut pas imaginer ça, c'est pas possible. Donc on est aujourd'hui toujours dans le déni, faut être clair, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne réalise pas, on ne veut pas réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'on puisse parler de Romain, lui rendre le plus bel hommage? C'est faire une marche blanche. Et vraiment le but il est là, c'est de marquer vraiment les esprits. Surtout c'est ça, puis qu'on parle de lui, un grand appel, amis proches, amis lointains, des personnes qui ne le connaissaient pas. Ça touche tout le monde, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche tout le monde, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Un supermarché de Carquefou a cherché à déterminer son empreinte sur l'emploi dans les Pays de la Loire. Explication et résultat avec Éric Egon. Non, la grande distribution n'est pas l'ogre qui fait sa loi et dicte ses règles aux petits producteurs. C'est ce qu'a voulu expliquer l'enseigne Super U par son étude sur l'empreinte socio-économique de son activité. Le magasin de Carquefou, par exemple, réalise sur le rayon fruits et légumes 50% de son chiffre d'affaires grâce à des productions locales. Les salades et les radis viennent de Carquefou, les pommes et les poires de Saint-Julien-de-Concelles. On a tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années en disant qu'il fallait qu'on change notre mode économique. Et c'est pour ça que Système U est parti plutôt sur l'implication locale et revenir à des négociations raisonnées en partant du coût de production et après, afin de définir après les prix de vente et non pas l'inverse. La brasserie du Bouffet travaille depuis longtemps avec la grande distribution et même si elles ne sont pas toutes dans cette démarche locale, les mentalités évoluent.
La grande surface, elle a été là aussi pour répondre à une demande. Donc il y en a qui en ont profité allègrement, en écrasant peut-être beaucoup de petits producteurs. Ça correspond à une époque, mais il n'était pas le seul à avoir mis ça en place. Les consommateurs étaient aussi en recherche de produits standardisés, à des prix de plus en plus bas. Et puis il y a, je pense depuis quelques années, que ce soit de la part de ces grandes surfaces et aussi des consommateurs, une vision changeante. Ça veut dire revenir à des produits locaux, savoir qui on fait vivre, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, et ainsi de suite. Quand il s'agit de consommer local, ça se fait donc sans modération. Et depuis mai dernier, un dispositif réunit tous les acteurs locaux de l'emploi à Saint-Nazaire. Objectif, gagner en cohérence. Présentation avec Benoît Balti. 6 759 demandeurs d'emploi dans le bassin nazérien, c'est près de 9% de la population active locale. Un chiffre certes en dessous de la moyenne nationale, mais encore trop élevé pour une zone qui enregistre une réelle dynamique économique. On a à travailler sur donner de la visibilité sur les métiers qui recrutent, donner de la visibilité aussi sur les parcours de formation qui y mènent pour réussir le défi de l'emploi industriel. Et ce sont essentiellement ces profils d'ouvriers qualifiés qui font défaut. Depuis janvier 2016, les chantiers STX ont embauché 250 personnes en CDI, mais peinent à recruter dans certains secteurs métiers. C'est difficile aujourd'hui. On a une 60aine de soudeurs à embaucher jusqu'à la fin 2017 et une 40aine de charpentiers métaux, de chaudronniers. Donc on doit trouver des solutions parce qu'on a des commandes, on a des clients qui vont attendre leur navire et les livraisons en conséquence. Et pour que la bonne santé économique profite à l'emploi, la communauté d'agglomération nazérienne a lancé la conférence permanente pour l'emploi, une instance qui réunit tous les acteurs locaux concernés par la question, les collectivités, les institutions, mais aussi les entreprises, un réseau qui manquait. Oui, il manquait parce que régulièrement on nous dit mais la lisibilité des dispositifs entre les différents acteurs, il y a des portes d'entrée suivant l'âge, suivant le statut, suivant les métiers. Bref, il faut donner de la lisibilité. De la création d'entreprises en passant par l'attractivité des métiers et les relations avec les employeurs, 14 actions sont au programme de ce dispositif, dont les premiers résultats sont attendus en 2017. Que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, le HBC Nantes réalise un bon début de saison et le club le doit en partie à son jeune pivot Nicolas Tournat. Son portrait avec Nick Ressman. 22 ans, 2 mètres et 116 kilos, c'est en quelques chiffres Nicolas Tournat. En novembre dernier, le pivot du HBC Nantes a pu goûter à l'équipe de France, une expérience qui ne le laisse pas indifférent. Il a ses plans pour le futur. Y retourner déjà en équipe de France. Après, dans un premier temps, c'est quand même d'être performant en club, de continuer à enchaîner sur nos victoires parce qu'on a une bonne série quand même. Et on est bien dans notre jeu, donc perdurer là-dedans. Et puis après, j'aimerais bien dans un futur quand même assez proche y retourner. Sous contrat au H jusqu'en 2020, le club lui réserve une place en tête du peloton. Nicolas, lui, soigne son physique. Moi, je fais plutôt gaffe la veille de match et le jour de match, manger poulet pâtes et puis le soir de match, c'est pareil à peu près. Originaire de la région niortaise, Nicolas Tournat est heureux à Nantes, ambitieux et souriant. Je suis vraiment à l'aise, bien intégré dans l'équipe, je suis à l'aise dans le club, dans la vie même, j'ai une petite maison à Bougnay, je suis tranquille. Si Nantes continue à jouer aussi bien, je suis bien ici, je vais aller en équipe de France et je vais jouer au plus haut niveau possible. Donc j'ai encore une belle marge de progression et j'espère y arriver. La 17e édition du Festival international de science-fiction Utopial ouvre ses portes le 29 octobre. Le thème de cette année, les machines, présentation en détail avec son président Roland Lehoucq. Cette année, le thème des Utopiales, c'est les machines. Les machines, ce sont des choses qu'on trouve évidemment beaucoup dans les œuvres de science-fiction et qui font aussi partie du monde de la science, puisque les humains ont construit des outils puis des machines pour agir sur le monde. Et pour décliner ce thème de machines en 4 thèmes, nous avons choisi les machines pour voyager. Bien sûr, la science-fiction propose des voyages dans le futur, des voyages dans l'espace. Et puis les machines que les scientifiques construisent proposent aussi de voyager dans l'univers par leur télescope. Ce n'est pas toujours physiquement, mais on voit aussi des sondes vers d'autres planètes. Et puis voyagent sur Terre, au centre de la Terre, ou disons dans les entrailles de la Terre, ou dans les entrailles du cerveau humain, ou dans les entrailles du corps humain, du vivant en général, pour en explorer le fonctionnement et en comprendre le fonctionnement.
Il y a aussi un thème qui va concerner la machine pour transformer la matière, pour fabriquer des objets, transformer la matière pour produire de l'énergie, ça c'est dans notre réalité actuelle, mais aussi transformer le monde, transformer les humains par les rapports qu'ils entretiennent grâce à ces nouvelles machines. Pensons par exemple au téléphone portable. Et la science-fiction, bien sûr, étudie elle aussi les rapports entre les humains et la façon dont la technique et la science a transformé les rapports entre les humains et la vie des humains sur Terre. Il y a aussi les machines pour servir, c'est-à-dire celles qui nous rendent service, celles qui nous permettent d'aller plus vite, plus loin, plus fort, de communiquer plus rapidement, mais peut-être aussi celles qui nous asservissent, celles qui nous transforment au point de nous rendre dépendants des machines, et peut-être les machines vont-elles nous remplacer un jour. Voilà aussi des thèmes que la science-fiction aborde. On aura encore une fois un programme très riche. Je pense qu'il est impossible de tout voir aux Utopiales, j'en suis même sûr, tant dans la programmation des tables rondes, des conférences, des rencontres avec les auteurs ou avec les scientifiques, que du point de vue des expositions, plusieurs expositions autour de la bande dessinée, des expositions scientifiques aussi, et une programmation de cinéma absolument géniale, sans parler évidemment des mangas et des jeux vidéo. Cette année, une journée de plus pour les Utopiales parce que le programme finalement s'y prête. Le programme à la fois est riche, mais en même temps, les contraintes, si j'ose dire, de calendrier font qu'il y aura un grand week-end avec un grand pont qui va nous permettre d'avoir 4 jours, un grand week-end de 4 jours des Utopiales, et puis la journée scolaire obligatoire, indispensable, que les Utopiales mènent depuis de nombreuses années. Et cette journée scolaire étant un jeudi, les 4 jours se terminant officiellement le 1er novembre, eh bien, il fallait faire un pont supplémentaire que les Utopiales n'ont pas manqué de remplir en prévoyant ce mercredi 2 novembre une journée spéciale qui va être plus destinée, disons, aux jeunes publics, adolescents, jeunes adultes, avec une programmation tout à fait habituelle pour les Utopiales, mais qui s'intéressera plus particulièrement à ce public, disons, plus jeune. Juste la veille du jour des scolaires, où là, de presque 2000 enfants des classes et collèges de Nantes et sa région vont venir aux Utopiales. Les Utopiales ont toujours voulu être accessibles au plus grand nombre, d'abord en allant dans des endroits pour porter, si j'ose dire, le message des Utopiales et les questionnements des Utopiales, dans des endroits, les hôpitaux, les prisons, pour des gens empêchés finalement, des personnes empêchées qui ne pourraient pas venir aux Utopiales mais qui sont quand même intéressées par les thématiques. Ça, nous portions déjà ces efforts-là depuis quelques années. La nouveauté cette année va concerner l'usage de la langue des signes pour permettre au public sourd d'accéder aux Utopiales, mais aussi en invitant des artistes sourds et en invitant des scientifiques sourds, de sorte que l'on montre qu'effectivement le public sourd peut venir à la fois pour voir des choses et entendre et comprendre des choses qui ne sont pas habituelles concernant la science et la science-fiction, mais en même temps montrer que les sourds participent à la vie de la société, participent à l'évolution des idées de la société, et en les faisant participer à ces tables rondes, on aura comme ça un échange entre public sourd et public entendant.